on voulait faire quelque chose de totalement dépassionné pour répondre à une problématique qui est la suivante, c'est que les gens ont l'impression d'être baignés dans un bruit ambiant sur ces attentats, qu'on est incapable de penser la complexité de ce qui est en train de nous arriver. Et ce qu'on essaye de faire, c'est rentrer dans cette complexité et prendre du recul et être dépassionné. Donc je vais dans la cellule de ce gardé à vue, qui effectivement est mort de trouille, et je lui dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que vous avez lu cette assignation à résidence? Incarcéré jusqu'en 2012 pour association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, il est en relation avec des djihadistes en Syrie qu'il souhaite rejoindre sur place. Et alors là, je vois son visage se décomposer, et au moment où je lui dis, il est en relation avec des djihadistes en Syrie qu'il souhaite rejoindre sur place, il recule et il me dit « Oh non, c'est vachement dangereux, je veux pas y aller hein. !» Voilà, ça a commencé comme ça. L'état d'urgence avait sa raison d'être les 10 ou 15 premiers jours après les attentats. Bien évidemment, il fallait faire vite. Et puis c'était une réponse politique et judiciaire ensuite. C'est n'importe quoi. Tous ces gens qui ont été assignés à résidence durant la COP21, ces militants écologistes qui n'ont absolument rien à voir avec le terrorisme, et ça, le ministre de l'Intérieur en a tout à fait convenu, mais ont été empêchés de sortir de chez eux et de sortir de leur ville pendant des semaines. L'idée, c'est de mettre une pression immédiate, sans aucune entrave, sur les acteurs qu'on estime être des acteurs menaçants. L'état d'urgence permet d'abord une mobilisation, il y a un effet d'annonce extrêmement fort. On arrête des gens, les perquisitions dont tu parlais tout à l'heure, les saisies de données informatiques, on est censé récupérer plein de choses qu'on aurait eu du mal à avoir avant. Le point de vue de la Quadrature du Net sur l'évolution des législations antiterroristes depuis 2-3 ans, c'est qu'on est dans une escalade de surveillance. On installe un cadre législatif pour les 10, 15, 20 ans à venir qui va pousser de plus en plus les gens à s'auto-censurer, à se méfier. L'état de la législation actuelle, c'est comme si on disait aux gens, vous avez interdiction de verrouiller votre porte d'entrée à clé, parce qu'il faut que les services de renseignement puissent en permanence venir chercher chez vous s'il y a quelque chose qui ne va pas et qui pourrait être une menace pour la sécurité nationale. Je viens de Saint-Albert en Dordogne et je dois encore attendre pour avoir ma dédicace de Art Spiegelman. Ah bah oui, ça vaut le coup. I think it was important to come to talk about the importance of pictures in the world of journalism and how this has radically changed how we get our information from the way it was in the last century. So what becomes important is if you trust the voice of the artist can tell you something that he knows, and it's a more intimate relation to find out about what's happening in the world, and that's quite useful. Voilà, manger, c'est un geste qu'on fait 3 fois par jour. On a perdu le sens de ce qui sépare la fourche de la fourchette. Il y a un nombre d'acteurs considérable, il y a une standardisation de notre alimentation et on doit questionner ça aujourd'hui. Voilà, les acteurs qui sont venus nous parler de leurs initiatives qui essaient justement de changer les lignes, de bouger les lignes. Le public qui vient, il y en a qui sont déjà acteurs de ce qu'on essayait de défendre comme nouvelle pratique. D'autres étaient là plus en questionnement et donc il y a eu des échanges assez fertiles sur les questions qu'on a pu aborder. Là, je pense notamment à la viticulture, qui est quand même un gros sujet dans le sud-ouest. Et en 2008, cette année, le documentaire sur les pesticides de Cache Investigation en a remis une couche et a été un choc pour montrer qu'on ne pouvait plus continuer à boire n'importe quoi et des vins fabriqués n'importe comment et par n'importe qui. Partout en Gironde, les vins rouges, ça doit être rond, gras, fruité, voilà. Et si ça n'a pas ça, c'est pas agréé. C'est une forme de formatage en fait. Oui. Voilà, il y a une standardisation du goût. Quand j'ai terminé mes études d'œnologie, j'arrivais très bien à faire la différence entre un médoc, un Pessac-Léognan, un Saint-Émilion. Maintenant, c'est absolument impossible. Et c'est vrai que les vins bio ont une expression supplémentaire. On accompagne les vins, même si on les respecte, on fait des analyses, on les suit, pour qu'ils soient réellement l'expression du terroir.